Le Japon est l'archipel de tous les contrastes et de tous les extrêmes. Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, ces milliers d'îles portent les traces d'une terre volcanique et vivante, surgie de l'océan et secouée par les séismes. La nature tourmentée a donné naissance à des chefs-d'œuvre et a englouti bien des énigmes. Au bout de l'Asie, hommes et femmes poursuivent leur passion dans une quête sans relâche de la perfection. Le dépassement de soi a été élevé au rang d'art. Nature et tradition ont fusionné pour teinter le pays d'éternel. Dans l'archipel d'Okinawa, au sud tropical, le long ruban des îles Ryukyu s'étire sur 1200 km. Ces îles se distinguent du reste du Japon par leur histoire, leur langue et leur tradition. Un bout du monde bercé par la mer de Chine orientale. À l'extrême ouest du Japon se dressent les falaises d'une petite île de 29 km², Yonaguni. Taïwan est la première île voisine, à 110 km de là. Shotaro Maja est un enfant de cette île isolée de tout. Je pourrais jamais vivre loin de la mer. Je fais corps avec elle. Je ressens la mer qui m'enveloppe. C'est comme si je volais. C'est quelque chose qu'on ne peut vivre que dans l'eau. J'ai l'impression de traverser l'espace. C'est un endroit qui sort de l'ordinaire, oui. Il n'y a pas de lycée à Yonaguni. Donc après le collège, je suis parti sur l'île principale d'Okinawa. Et le fait de sortir de mon île m'a fait réaliser à quel point la mer ici à Yonaguni était magnifique. C'est pour ça que je suis rentré. Et je suis content d'être revenu, car c'est mon berceau. C'est avec femme et enfants que Shotaro est retourné vivre sur son île. Yu et Kaili découvrent pour la première fois un site sacré et incontournable. Dans les Ryukyu, on célèbre le culte des ancêtres et l'on craint le pouvoir des chamans. Cette stèle honore la mémoire de Sangai Soba. Il y a longtemps, cette grande chamane régnait sur l'île de Yonaguni. Sangai Soba avait 4 frères qui régnaient sur les villages de Tategu, Danu, Datebaru, Debaru. Elle s'était positionnée au centre de l'île. Elle voyait tout. S'il y avait des envahisseurs, elle pouvait la protéger. T'as compris ? Les îles Ryukyu sont bercées de légendes qui se transmettent d'une génération à l'autre. Immuables,
et indifférente aux modes du Japon contemporain. Salut papa. Salut. Plongeur professionnel, Kiyashiro Aratake découvre en 85 un site sous-marin extraordinaire. Pour lui, aucun doute possible. Il s'agit de vestiges archéologiques. Si on trouve des traces de vie humaine, on essaiera de faire classer cette structure-là en tant que patrimoine de l'UNESCO. Il faut se concentrer sur le dolmen, la sculpture de tortue et le bassin triangulaire. Là, il faut qu'on recherche des traces, notamment dans les trous qui soutenaient des piliers. Il faut mesurer la profondeur, il faut commencer par ça. Et autour de la tortue, il faut bien chercher, voir s'il ne reste pas quelque chose. T'as ressenti quoi quand t'as découvert ce site? C'était à peu près au moment de ta naissance, peut-être avant. C'était comme un mirage. J'étais dans l'eau, mais c'est comme si je volais et que je voyais ça du ciel. L'eau était translucide. Je pensais rêver. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est comme si je regardais le Machu Picchu du ciel. J'ai eu la chair de poule. Je me suis demandé si j'étais pas fou. Pour te dire à quel point j'étais surpris. Aujourd'hui, c'est à Shotalo d'éclaircir le mystère sous-marin de Yonaguni. En fait, quand j'étais au collège, on pouvait descendre facilement là. Mais depuis, le bord s'est écroulé. Ça fait un bout de temps que j'ai pas mis les pieds ici. C'est un paysage de Yonaguni que j'adore. Les roches sont typiques d'ici. Quand on regarde d'ici, on dirait des marches et ça fait très archéologique. Mais le site que mon père a découvert est beaucoup plus grand et paraît plus artificiel aussi. Yonaguni est balayé plusieurs fois par an par de violents typhons. En avril 2015, un tremblement de terre de magnitude 6,8 a secoué l'île. La menace de tsunami est permanente. Les habitants vivent toujours en alerte. Yonaguni revêt des allures de forteresse. Le culte funéraire est singulier dans les îles d'Okinawa. Ici, les tombeaux arrondis symbolisent le ventre de la mer. En retournant en son sein, les défunts complètent ainsi le cycle de réincarnation. À Okinawa, toutes les générations vont dans le même tombeau. On doit préserver cette tradition. Ma descendance et moi, nous allons aussi rentrer dans ce tombeau. Mes deux fils et leurs enfants après ça. Je trouve ça très important que l'on reste en famille, même après la mort. On reste tous ensemble. Je crois que dans chaque élément culturel, il y a une âme. On doit transmettre cet héritage. Une fois par an, les hommes de Yonaguni sortent le sabani, un bateau sacré, pour remercier les dieux de leurs attentions passées et demander sécurité dans le futur.
Grands voyageurs, leurs ancêtres marins-pêcheurs s'aventuraient en dehors de l'archipel à bord de ces bateaux instables et difficiles à diriger. Kiyashiro est l'un des rares à maîtriser la barre du sabani. La météo s'est enfin calmée. Shotaro et son père se rendent sur le site sous-marin pour tenter d'éclaircir un peu plus le mystère. Pionnier de la plongée dans l'archipel, Kiyashiro a été le premier à créer un centre et former des centaines de plongeurs. Son fils prend aujourd'hui la relève. Prends ça avec toi. Allez, c'est parti. À quelques mètres du monde des hommes, des créatures plus ou moins rassurantes montent la garde d'un des sites les plus énigmatiques au monde. Certains y voient les restes d'une civilisation aujourd'hui disparue. Les dernières études scientifiques, comme la datation au carbone 14, ont permis de prouver que le site était bien émergé il y a quelques milliers d'années. Aujourd'hui, on s'accorde à reconnaître que sa base est naturelle. Mais, pour de nombreux observateurs, l'homme serait intervenu, modifiant son apparence, il y a 6 à 10 000 ans. Orientation est-ouest, canaux d'irrigation, bassins, trous réguliers, escaliers et sculptures géométriques, ce site de 180 mètres de long est potentiellement la plus grande découverte jamais faite. Témoin d'une civilisation extrêmement avancée, plus vieille encore que le temps des pharaons. C'est un endroit vraiment mystérieux. On a reçu plusieurs archéologues de l'étranger. Et on a aussi eu des professeurs de géologie japonais qui sont venus étudier le site. Mais pour quelle raison cette chose est là, on ne sait toujours pas. On ne sait pas encore ce que c'est vraiment. J'espère que d'autres équipes vont venir faire des recherches et percer le mystère dans le futur. À Yonaguni, l'histoire et les traditions font battre le cœur des hommes. Il faut des années d'apprentissage pour maîtriser la danse traditionnelle d'Okinawa, à la frontière entre spiritualité et art martial. Aux temps féodaux, comme seule l'élite a le droit de porter les armes,
la faucille du paysan devient un moyen de se défendre. Le chapeau masque l'épée et il sert de bouclier. À Yonaguni, le temps est suspendu. Shotaro a retrouvé la quiétude de l'île de son enfance, une île aux multiples trésors. Rare et onéreux, le yakogai est une espèce endémique de l'île. Pour Shotaro, hors de question de ne pas le déguster. Ça a l'air bon. Tu veux goûter? Tu le manges sans sauce? C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est le Japon, c'est Okinawa, mais c'est aussi autre chose. C'est un peu comme un pays étranger. On y parle une langue à part. C'est un endroit unique. Nae Yagi excelle dans une discipline aussi périlleuse que méconnue. Elle est championne du Japon de ice climbing, l'escalade sur glace. En fait, moi, je suis bizarre. Les gens normaux, ils font des courses, ils vont au cinéma, ils ont des rencarts, ils travaillent. Et ils ont une vie normale. Une vie simple, sans haut et sans bas. Mais moi, je suis un peu spéciale. C'est pour ça que je fais de l'escalade sur glace. Je fais comme ça. Nae a troqué le confort d'une vie bien rangée pour se vouer à sa passion, jusqu'à bousculer la décoration de son intérieur. Il y a eu un temps où je travaillais en tant qu'employée de bureau. Donc je mettais un tailleur tous les matins, je prenais le train, je préparais mon bento. Mais je suis beaucoup plus heureuse maintenant. Nae prépare une expédition vers un site de grimpe peu connu et exposé au danger. La nature me fait parfois peur. C'est comme si j'avais une réunion avec un nouveau patron très sévère. Qu'est-ce que c'est lourd! Sur l'île principale de Honshu, les vallées surpeuplées sont cernées de montagnes grandioses. Culminant à plus de 3000 mètres d'altitude, les Alpes japonaises se dressent comme des remparts face à la frénésie humaine.
À Sugadera, dans la région de Nagano, se cache un secret bien gardé, auquel seuls les alpinistes les plus expérimentés sont capables de se mesurer. Grimpeur chevronné, Ed Annam est un spécialiste en cascade de glace. Cet Australien est tombé amoureux du Japon et de ses montagnes il y a 12 ans. C'est la fin de l'hiver. La glace se fait de plus en plus rare. Le retour du soleil a fait fondre certaines cascades. Ed, tu penses quoi des conditions? C'est bon ou pas? Je pense pas que ça soit encore bon. La glace de la partie supérieure semble bloquée. Elle s'est pas encore effondrée. Mais ce qui nous paraît bien d'ici ne le sera peut-être pas de près. Ouais, bah vas-y tout seul. Non, j'ai peur aussi. Je reste ici. Pour la plupart des gens, c'est leur idée de l'enfer, pas du paradis. Si tu aimes le danger, la stratégie est porter des sacs super lourds, alors l'escalade sur glace est faite pour toi. Ed, c'est super dur. Allez, courage! Déterminés, Ed et Nae persévèrent dans leur quête de glace. Mais aujourd'hui, les conditions sont particulièrement mauvaises. La nature ne nous fait pas de cadeaux. Je sais pas si c'est bon, je peux même pas voir la cascade. Elle est là. Enfin, elle était là avant. On l'entend, et ça, c'est pas bon signe. L'escalade sur glace, c'est toujours dans un lieu difficile. La météo est toujours contre toi et la saison est toujours courte. La moitié du danger, c'est dans l'approche. Finalement, la grimpe, c'est qu'une petite partie. Donc les jours où ça marche pas, c'est pas grave. Il n'y a que deux choses de vraies sur cette terre. L'une est la physique quantique, l'autre, c'est les esprits des montagnes. Aujourd'hui, les esprits disent non. Et la physique peut expliquer pourquoi. C'est comme ça. Ça fait partie de l'escalade sur glace. Nae et Ed doivent s'armer de patience. Ils reviendront avec la prochaine vague de froid et avec l'accord des esprits des montagnes. En réalité, j'ai toujours peur. Peur de la glace, peur de la nature, peur des gens. J'ai pas assez confiance en moi, je ressens de l'inquiétude. C'est pour lutter contre ça que je fais de l'escalade sur glace. Je marche dans les montagnes, je réfléchis sur moi-même, et ça me fait peur aussi, car c'est se regarder en face. À 31 ans, Nae est au sommet de sa discipline. Elle a su affronter ses doutes pour culminer dans un sport sans pitié. Salut Taiki! Salut Nae. Ça fait longtemps. Comment ça va? Super, merci. Depuis 4 générations, Taiki et ses aïeux sont gardiens du refuge de Yatsugatake. À l'époque, le ravitaillement se faisait à pied. Aujourd'hui, son petit camion fait maison lui évite des heures de labeur, même s'il ne roule qu'à 6 km/h.
la vitesse d'un homme à pied. Le refuge de Taiki est un camp de base pour les alpinistes. Il est surtout connu pour son insolite structure de glace artificielle, le Ice Candy. Ça, c'est quand je suis allée aux Jeux Olympiques de Sochi. J'ai participé à la démonstration pour que l'escalade sur glace devienne une discipline reconnue. Comme je représente le Japon, j'ai mis le drapeau et je l'ai gardé. J'en connais qui aimeraient avoir le même. Le Ice Candy garantit l'entraînement et l'organisation de compétitions dans des conditions relativement stables. Il est reconstruit chaque hiver et propose des voies plus ou moins difficiles. C'est OK par là. C'est parti. Oh, il fait froid. Dans les années 70, l'escalade sur glace a révolutionné l'alpinisme et permis de nouvelles conquêtes par des voies jusqu'alors inconcevables. La compétition est bien plus récente. Ce n'est que depuis 2000 qu'il existe une Coupe du Monde. Nae a déjà participé à plus de 20 championnats internationaux. Le sport, ça m'a permis de réaliser ce qui était pour moi impossible avant. Je deviens une meilleure personne. L'escalade me fait évoluer. Allez, j'y retourne. Je repousse toujours mes limites. Je lutte contre moi-même. Je me bats avec la nature, mais j'utilise aussi sa force pour avancer et ne jamais baisser les bras. Les onsen font partie du quotidien des Japonais. On compte 27 000 sources thermales dans le pays. Depuis des siècles, on raconte qu'ils purifient le corps et l'esprit. Ces bains sont aussi très appréciés pour leurs vertus thérapeutiques. Si on veut faire une bonne performance quand on escalade, il faut du repos, de l'entraînement et une bonne nutrition. Ça, c'est la base. Quand on grimpe sur la glace, on a les doigts et les pieds qui gèlent, le dos qui se raidit. L'escalade se fait dans des endroits toujours très froids. La meilleure manière de se relaxer, c'est de réchauffer son corps, se détendre dans le onsen. Et on est enfin prêt à repartir pour de nouvelles aventures. Dans la culture Shinto, Suijin est le dieu de l'eau. Il renvoie à toutes ces manifestations terrestres ou célestes. Il y a des dieux partout où je vais. Ils me font comprendre qu'ils sont toujours là, qu'ils me surveillent. Ils me mettent au défi.
Le shintoïsme se distingue par un profond respect pour la nature. Les divinités existent dans tous les éléments qui la composent. La mission du prêtre est de rendre harmonieuses les relations entre les humains et les forces de l'univers. Pour les Japonais, les montagnes, c'est pas seulement des montagnes. Il y a toujours des dieux qui les habitent. L'escalade, c'est pas qu'un sport. Quand un Japonais escalade une montagne, c'est pour se rapprocher des dieux, c'est pour grandir, corps et âme. L'alpinisme au Japon a commencé dans une optique d'éveil spirituel. Les dieux ont écouté la prière de Nae et lui offrent une dernière opportunité de se mesurer à une cascade gelée avant la fin de l'hiver. Sur les sites naturels, le danger est partout. Chutes de glace, chutes de pierre, mais aussi avalanches, froid extrême et blessures liées à l'équipement tranchant. Le tout dans des lieux toujours isolés. Aujourd'hui, l'espérance de vie est très longue, alors que la durée de compétition est courte. Donc maintenant, je me concentre sur l'escalade en milieu naturel. Je me confie à la nature. Les visages de la glace et de la montagne changent chaque jour. C'est toujours une nouvelle rencontre, quelque chose d'éphémère. Comme on dit au Japon, Ichigo Ichie. Une rencontre peut changer une vie. C'est ça qui me plaît. En japonais, Ondekosa signifie les tambours démoniaques. Depuis 46 ans, c'est aussi le nom d'une troupe de musiciens virtuoses, joueurs du tambour ancestral japonais, le taiko. Naoto Kinoshita est la plus jeune recrue des Ondekosa. Depuis 3 ans, il court quotidiennement, comme le veut la discipline de cette troupe d'excellence. On court tous les matins à 6 heures. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il y ait un typhon ou qu'il neige. On court quoi qu'il arrive. Les Ondekosa respectent un code de vie particulier, le Sogakuron.
Une philosophie qui combine la musique et la course à pied. Courir tous les jours nous permet de forger la force physique et mentale propre au Hondekosa. Naoto a trouvé dans le Sogakuron un style de vie et dans le Taiko une raison de vivre. Les taiko sont de véritables œuvres d'art, dont la fabrication entièrement manuelle requiert un savoir-faire vieux de plusieurs centaines d'années. De la sculpture à la pose de la peau, il faut 5 ans pour fabriquer un tambour. Le seul changement de peau peut coûter jusqu'à 10 000 €. L'entretien est donc primordial. Ces tambours doivent retourner à l'atelier tous les 5 ans pour que leur peau soit retendue. Chaque vérin exerce 3 tonnes de pression, 24 tonnes au total. Tu dois sentir la différence entre là et là. C'est bon au milieu? Ouais, comme ça. Comme si tu voulais transpercer la peau. C'est mieux ici, je trouve. C'est un milieu naturel. Je cherche un endroit où le son du taiko résonne bien. Matsuda dirige la troupe aujourd'hui. Créée en 1969 par Den Tagayasu, il s'agit à l'origine d'une poignée de jeunes séduits par le projet communautaire du fondateur, prêts à déployer toute leur énergie pour porter le taiko et l'élever au rang d'art. Ce tambour fait environ 60 kilos. Et celui-là fait à peu près 70. Et celui-ci environ 80. Le plus grand des tambours qu'on utilise pèse 360 kilos. Dans les temps anciens, le tambour est militaire, religieux ou simplement festif. Mais il a aussi une autre fonction. Il détermine la limite géographique d'une ville. Plus le son porte, plus le territoire est grand. D'où l'intérêt des gros tambours. Les Hondekosa sont mondialement connus pour leur talent, mais aussi pour leurs conditions d'athlète. L'effort requis pour un concert équivaut aux 42 km de marathon. Dans plusieurs pays, ils ont réalisé des tournées complètes en courant d'un concert à l'autre. Ainsi, aux États-Unis, ils ont totalisé 15 000 km lors d'une tournée. Ils ont aussi participé à de nombreux marathons, dont celui de Boston.
À l'arrivée, on avait préparé des taïkos. Et on a joué juste après avoir franchi la ligne. Une autre fois en Chine, on a fait 2500 km en 3 mois. On courait tous les jours, une trentaine de kilomètres, sans un jour de repos. Et Yoshi, une fois, il avait 42 fièvres. Mais il a couru en s'arrêtant à chaque kilomètre. Moi, j'étais derrière lui, en pensant qu'il allait mourir s'il continuait comme ça. Mais il est allé jusqu'au bout. La troupe vit en communauté et observe un mode de vie monacal. Au cœur des montagnes de Chichibu, dans une ancienne école, l'écho des mantras et des taïkos a remplacé celui des enfants. Afin d'exercer leur concentration, Tomi, Yoshi et Naoto recopient quotidiennement un mantra en caractère chinois de la main gauche. Le texte n'a pas été choisi au hasard. Il porte le symbole de leur ascèse. Dans ce mantra, il y a un idéogramme qui revient souvent qui est que. C'est un caractère très intéressant. Il peut désigner le vide. Il est présent dans plusieurs mots. Par exemple, dans le mot air, keuki, que désigne tout ce qu'on ne peut pas voir mais qui existe. Pour moi, que, ça veut dire ça. C'est pas ça du tout, c'est le double de ça. Ah, le double. Le taïko en soi, c'est pas compliqué. Tu tapes, ça donne un son. Mais si on veut un son rapide, précis, beau et grand, il faut des heures d'entraînement pour acquérir la technique. Il a tout à fait raison. Yoshi est le percussionniste le plus expérimenté. Virtuose, il joue depuis plus de 25 ans. C'est dur. Difficile de rattraper le tempo. On va faire plus simple. J'ai quelque part une peur en moi liée au fait que, à chaque mouvement, j'émets un son. Je veux me forcer et voir où sont mes limites. C'est seulement avec l'entraînement quotidien que je peux améliorer ma performance et ma propre personne. Naoto Kinoshita. Ok, c'est bon, on va s'arrêter là. Je vis en communauté, donc je suis rarement seul. Les moments de solitude sont importants pour moi. Ils sont vraiment précieux.
Nous, les Ondekosa, on façonne nous-mêmes nos baguettes. Parce qu'on n'a pas tous la même longueur de bras, les mêmes mains, la même musculature ou la même force. On préfère les baguettes sur mesure. Fabriquer nous-mêmes nos outils nous permet d'apprendre à mieux se connaître. La troupe Ondekosa est née d'un désir de faire vivre les traditions ancestrales. Dans la culture japonaise, la frontière entre art et artisanat est imperceptible. À Shishibu, on utilise les eaux claires de la rivière Ogawa pour produire un papier d'exception, selon des techniques vieilles de 1300 ans. On fait comme ça. Ah, c'est tout? Oui. C'est rapide? Ce papier résistant permet la fabrication de cerfs-volants, de lanternes et la calligraphie. Un trésor classé depuis 2014, patrimoine immatériel de l'humanité. J'y vais, suis-moi. Pose ça là. Merci à vous. On va l'utiliser pour faire des affiches pour notre Matsuri. Venez si vous avez le temps. Écrit Matsuri en gros là. Chaque année, à l'équinoxe de printemps, la communauté ouvre ses portes lors d'un Matsuri, une fête populaire. C'est comme la musique, chacun son tempo. Je vais écrire Ondekosa. Le Matsuri est aussi l'un des très rares moments où les musiciens peuvent voir leur famille. L'occasion pour Naoto d'initier sa nièce au taiko. Mais je sais pas faire ça, moi. Mon travail et ma vie personnelle sont mélangés. Ma vie ne connaît pas de variation. Je ne me repose jamais. Dans mon entourage, les gens ont un travail normal. Ils ont des congés, ils ont pu fonder une famille. Je suis content pour eux et ça me suffit. La vie communautaire et monacale des Ondekosa leur permettent une entente harmonieuse dans la vie comme sur scène. Une symbiose quasi télépathique. Le proverbe de la troupe, Genkayo Ilogelu, signifie repousser les limites. Je ne connais pas vraiment mes limites. Celles que mon cerveau interprète, ce ne sont pas mes vraies limites. Je pense qu'il reste encore de la force quelque part.
Je cherche à puiser ces dernières ressources et à atteindre ma vraie limite un jour. Mais comme je la repousse toujours, elle recule toujours plus.